Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité, enfin pas encore tout à fait, qui est en fait la réglementation environnementale 2020. On va voir quelles en sont les grandes lignes et aussi savoir s'il y a des différences avec 2012 et on essaiera de donner un petit calendrier parce qu'aujourd'hui on ne sait pas encore quand elle sera mise en place réellement. Avec moi pour en parler, Monsieur Rodrigue Leclèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pôle construction Pouget Consultant. Vous nous présentez Pouget Consultant? Alors, Pouget Consultant est un bureau d'études spécialisé en thermique du bâtiment qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. On a participé à l'évolution réglementaire de toutes les dernières réglementations, de l'expérimentation plus et moins, et on essaye de poursuivre sur la future réglementation. Voilà, donc vous avez une bonne connaissance du sujet normalement. À côté de vous, Sabrina Talon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe bâtiment Centre-Est au CEREMA et je vais vous demander de présenter le CEREMA. Donc le CEREMA, c'est l'établissement public de référence sur l'aménagement, la cohésion des territoires et la transition écologique et énergétique. Donc c'est un centre de ressources et d'expertise scientifique et technique pluridisciplinaire qui apporte son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Et notamment, nous avons également participé à l'élaboration des précédentes réglementations thermiques, leur évaluation. Nous avons participé à l'expérimentation E+, C-, et nous participons aujourd'hui à l'élaboration de la RE 2020. Voilà, alors on va essayer d'être didactique. RT 2012, RE 2020, est-ce qu'on est dans la continuité ou est-ce qu'il y a de grands changements? Est-ce qu'il y a un saut? Alors, on est à la fois dans la continuité, notamment sur l'aspect thermique ou plutôt énergétique, avec quelques petites différences bien sûr et des performances qui vont, qui sont de plus en plus importantes d'un point de vue thermique énergétique. Mais voilà, toujours dans une continuité. Par contre, la grande différence, ça va être dans la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone en fait. Et cette prise en compte, elle va se faire sur le cycle de vie du bâtiment et non uniquement sur la phase exploitation du bâtiment, comme l'on calculait précédemment les consommations d'énergie. Voilà, donc ça, on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Sur cette présentation, vous êtes d'accord? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, tout à fait. Effectivement, ce qu'on voit de la future réglementation telle qu'on la préfigure un petit peu aujourd'hui, c'est une continuité sur la partie énergétique. Et le gros changement, c'est qu'on apprend à compter le carbone. C'est ce qu'on a fait depuis 3 ans maintenant, puisque ça fait 3 ans qu'on a testé la future réglementation avec l'expérimentation énergie carbone. Ce qu'on a appelé E+, C-. Ce qu'on a appelé E+, C-, tout à fait. Donc c'est vraiment l'évolution majeure de la future réglementation. Alors, on va, avant de parler de cette évolution majeure, il y en a une deuxième quand même, c'est la meilleure prise en compte peut-être du confort d'été. Mais on y reviendra aussi. C'est un sujet, effectivement, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on le voit bien, les bâtiments qu'on a construits en RT 2012 n'étaient pas du tout ciblés, conçus autour du confort d'été, ce qui a amené à des dérives ces dernières années où on voit des bâtiments ou des maisons individuelles sur lesquelles on vient mettre, après la livraison de la climatisation qu'on appelle climatisation sauvage, qui viennent perturber, surconsommer, dégrader l'impact aussi environnemental du bâtiment et de son environnement autour, puisqu'on vient créer des effets de chaleur urbains. Donc c'est un vrai sujet qu'aujourd'hui il faut prendre en compte dans la future réglementation. Voilà, parce qu'on s'est aperçu qu'il allait faire de plus en plus chaud depuis 2012. On va revenir sur des choses très basiques. Est-ce qu'on continue le test d'étanchéité à l'air? Oui. On va continuer effectivement les tests d'étanchéité à l'air pour un certain nombre de bâtiments, donc notamment les bâtiments résidentiels. Et puis, pourquoi pas, ça fait partie des questions qui sont encore posées sur certains types de bâtiments tertiaires. Est-ce qu'on s'intéresse toujours aux ponts thermiques linéiques? Bien sûr, enfin plus que jamais, j'espère. Les ponts thermiques, le traitement des ponts thermiques, c'est divisé par 3, 4, 5 les déperditions de la façade. Mais c'était pas que linéique. Aujourd'hui, c'est principalement le pont thermique en plancher intermédiaire qu'on regarde, sur lequel il y a une valeur maximale à respecter en résidentiel. Ce point, c'est quelque chose d'important, puisque si on ne le traite pas,
c'est des dégradations de termes de points froids. On crée des points froids qui peuvent amener à du développement de moisissures et du coup il y a un vrai un effet sur la qualité de l'air, le bien-être dans les logements et sur la santé globale des occupants. Donc c'est très important de continuer ce traitement de pont thermique, voire de l'améliorer parce que dans la RT 2012, on en traite à peu près que 50-60% au final. Il en reste beaucoup encore à traiter. Et je voulais revenir peut-être simplement sur la perméabilité à l'air aussi. C'est quelque chose d'assez essentiel justement également pour la qualité d'air. Quand on maîtrise l'enveloppe isolante, les ponts thermiques, la réperformance des murs, l'étanchéité à l'air, on maîtrise mieux effectivement les mouvements d'air qui se font dans le bâtiment et du coup on améliore la qualité d'air. Donc c'est effectivement un point essentiel à conserver aussi dans la future réglementation. Le B-Bio existe toujours ? Alors, le B-Bio... Ou existera toujours, on y fera toujours référence ? Alors, a priori, ça fera partie des indicateurs qui continueront à être calculés. CEMAX également ? Alors, le CEP Max... CEP Max. Potentiellement, après... ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quand même certaines choses qui vont changer. Sans doute, par exemple, les surfaces de référence, et notamment la surface de référence qui est calculée, qui était utilisée pour présenter les consommations énergétiques en énergie primaire. Voilà. Donc, qui dit changement de surface de référence, dit également changement des valeurs que l'on pouvait avoir en tête, au-delà de certains aspects peut-être complémentaires qui vont être intégrés dans le calcul de cette consommation énergétique, puisqu'il se peut qu'on dépasse aussi les 5 usages que l'on connaissait au préalable dans les différentes réglementations thermiques et qu'on aille un peu plus loin sur d'autres usages immobiliers. Toujours un petit peu RT 2012 versus RE 2020. RT 2012, c'était le bâtiment BBC, basse consommation. On disait, on parlait pour la future réglementation 2020 de bâtiments BPOS à énergie positive. J'ai l'impression que cette notion a un peu disparu, en tout cas qu'on en parle beaucoup moins. Est-ce que vous me le confirmez ? Effectivement, au cours des différentes années qui se sont écoulées ces derniers temps, on a eu une COP à Paris, les accords de Paris qui ont mis le point sur les émissions carbone. Notamment, même si ça fait très longtemps qu'on en parle et qu'on le sait, il y a eu vraiment une prise de conscience forte avec un objectif. Et aujourd'hui, en 2012, on parlait quasiment pas du carbone, on est d'accord ? On parlait beaucoup d'énergie. On parlait beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier un peu l'énergie ? Non, en fait, on ne peut pas l'oublier parce que si on veut décarboner nos énergies, il faut qu'on limite énormément les consommations pour que ce soit des énergies renouvelables qui puissent se suppléer aux énergies traditionnelles. Donc on ne peut pas oublier la partie énergie, mais il faut faire un focus plus important sur la partie également carbone qui n'était pas du tout regardée jusque maintenant. Sur cette question du BBC BPOS ? Oui, alors je partage l'avis qui vient d'être exprimé. Néanmoins, j'ai aussi envie de dire que... l'expérimentation énergie carbone a permis aussi de montrer que d'un point de vue énergétique, les acteurs, en tout cas un certain nombre d'acteurs, étaient prêts à aller un peu plus loin. Et ce n'était pas cette partie énergétique qui représentait la principale difficulté. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle un peu moins, même si bien évidemment il ne faut pas l'oublier et elle restera toujours présente. Et il faudra toujours essayer d'aller vers de plus en plus de sobriété dans les consommations énergétiques. Mais voilà, la principale difficulté, c'était cette nouveauté liée aux émissions de gaz à effet de serre et à ce calcul des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie. Alors on y va. Parlons de ce sujet. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'on va demander à un bâtiment aujourd'hui et comment on va prendre en compte de ce que vous savez, puisque vous avez tous les deux travaillé sur la RE 2020, de ce que vous savez de ce qui va arriver, comment on va prendre en compte cette problématique carbone ? Alors, la problématique carbone, elle va être prise en compte
pour le coup dans la continuité de l'expérimentation énergie-carbone, c'est-à-dire qu'on va faire des calculs en analyse de cycle de vie, des impacts environnementaux du bâtiment et donc de ses émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte ses composants, donc produits de construction, équipements, la phase chantier, et puis bien évidemment les consommations d'énergie et les consommations et rejets d'eau pendant la vie en œuvre du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire, ou en tout cas réappris peut-être à faire pour certains, pendant l'expérimentation énergie-carbone. Maintenant, cette expérimentation énergie-carbone, elle a permis aussi de lister un certain nombre de questions et de faire émerger un certain nombre de questions pour passer d'une expérimentation à une réglementation. Et notamment, une des questions a été le périmètre de cette analyse de cycle de vie. Est-ce qu'on prend en compte effectivement tous les composants du bâtiment? Est-ce que certains lots donc dans les produits de construction équipement, font partie de ce futur calcul des émissions de gaz à effet de serre. Autre question, et non des moindres. Oui, avant d'aller sur l'autre question, nous donner un exemple, par exemple, de l'eau qui pourrait être exclue du calcul. Alors, pas forcément exclue, enfin, exclue, mais ou en tout cas prise en compte de manière différente. Moi, j'ai entendu parler des fondations, par exemple. Alors, moi, je parlerais plutôt du VRD. Du VRD, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est des questions qui se posent. Est-ce que le VRD... Ça veut dire qu'on ne sait pas faire autrement qu'avec beaucoup de carbone? Alors, c'est pas forcément ça. Est-ce que c'est pas un constat d'échec? Non, pas du tout. En fait, ça veut simplement dire que selon le bâtiment, selon sa parcelle, selon les bâtiments aussi sur une parcelle, on va être plus ou moins contraint en termes de choix, en termes de composants que l'on va devoir utiliser justement dans ce lot VRD. Et au final, est-ce que voilà, on ne va pas aboutir à un bâtiment qui va être fortement pénalisé à cause de ce lot VRD, et ce ne serait pas sa qualité intrinsèque. De l'expérimentation au plus et moins, entre autres. Voilà, ça fait partie des questions qui ont été soulevées. Voilà. Autre question. Autre question. Après, voilà. Allez-y. Et donc, une des principales questions aussi remontées, c'est cette notion de stockage carbone, stockage temporaire du carbone. D'ailleurs, c'est remonté dans la loi Elan. Il va falloir qu'on prenne en compte d'une manière ou d'une autre ce stockage temporaire du carbone dans les matériaux qui constituent le bâtiment. Et donc, ça fait aussi partie des sujets qui sont aujourd'hui sur la table, questionnés et traités. Ouais. Est-ce que vous voulez compléter sur le carbone et sur la prise en compte du carbone? Alors effectivement, la difficulté qu'on a eue dans l'expérimentation énergie-carbone, c'est qu'on a appris à compter. Je pense que beaucoup de bureaux d'études, beaucoup du monde de la profession du bâtiment n'avaient jamais fait d'analyse de cycle de vie sur leur bâtiment, donc c'était un peu une nouveauté. C'est toujours une nouveauté et je pense que quand ça sera réglementaire, ça sera assez dur de le faire passer à tout le monde, donc c'est un vrai sujet d'apprentissage, d'acculturation au sujet du carbone, aux matériaux, au poids des matériaux. Donc c'était très très ambitieux de faire cette expérimentation. Elle a soulevé plein de questions. C'est vraiment, je trouve, une très bonne façon de faire pour le coup des pouvoirs publics qui n'en avaient pas l'habitude de faire ça. Ça a bougé beaucoup les acteurs, les industriels se sont énormément mobilisés, les architectes, enfin tout le monde du bâtiment, ça a beaucoup bougé. C'était très intéressant quand même cette expérimentation. De nombreux bâtiments ont été étudiés et apparemment on va s'en servir, on va se servir de cette expérimentation pour la nouvelle réglementation, mais il n'y a pas un risque peut-être de se dire finalement on a expérimenté, on n'y est pas trop arrivé, alors on va mettre le curseur un peu plus bas. Ça va être un petit peu ce qu'on peut craindre, effectivement. Alors il y a beaucoup encore de travail à faire pour aboutir à la future réglementation. Il doit y avoir du lobbying. Il y a une analyse déjà qui doit être faite un petit peu vraiment de l'Observatoire énergie-carbone. Mais effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on voit que le calcul est basé sur des fiches FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui comptent le carbone des matériaux. Et au final, faire une ACV, c'est très simple. Si on prend les fiches et on leur impacte la quantité par bâtiment. Donc, il faut que ces fiches soient fiables. Si ces fiches ne sont pas fiables, et c'est un peu le sujet aujourd'hui. L'un des principaux soucis, c'était le fait qu'on n'ait pas de fiches et qu'on passe des valeurs par défaut. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Cette expérimentation, puisqu'on parle des fiches, elle a justement aussi permis un développement massif de ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire et un développement de leur fiabilité.
Donc, en ce sens, c'est très positif. Ça a permis de montrer certaines limites, mais ça a permis aussi de grandes avancées sur justement la disponibilité de ces données environnementales que l'on peut utiliser pour faire une analyse de cycle de vie fiable des bâtiments. Alors, oui, et effectivement, ce que vous disiez, potentiellement, c'est si on ne compte pas bien, est-ce que la réglementation va imposer un seuil dans cette future réglementation sur les matériaux ? Ou est-ce que ça sera juste imposer le comptage et peut-être imposer un seuil dans 3 ans? C'est un peu ce genre de sujet qui doit être débattu aujourd'hui. Qui sont débattus. Hein. Est-ce qu'on continue un peu l'apprentissage finalement ou pas? Dernier point important, enfin 2 derniers points importants. D'abord le confort d'été. Meilleure prise en compte du confort d'été. C'est pas quelque chose de nouveau, on en parlait dans la RT 2012, mais là a priori on voudrait que ça aille un peu plus loin. Alors, tout à fait, je commence. Allez-y. Et puis, alors, dans la réglementation thermique RT 2012, aujourd'hui, on utilise un indicateur qui est la TIC, température intérieure conventionnelle, qui n'est pas du tout dimensionnant. Tous les projets respectent ce critère aujourd'hui dans la réglementation. C'est très rare aujourd'hui qu'on ait des projets qui ont une contrainte à ce niveau-là. Donc du coup, l'objectif, c'était déjà porter un sujet qui était développé depuis 2013-2014 avec le CSTB, c'était d'avoir un nouvel indicateur, un autre indicateur qui prenne mieux en compte le confort dans les bâtiments et qui soit un peu plus dimensionnant. Le but est clair, hein, c'est de remettre de la conception sur le confort, on va dire 4 saisons, parce qu'il ne faut pas oublier le confort d'hiver non plus, le confort en mi-saison et le confort d'été. Au cœur de la conception des projets par les architectes, par les bureaux d'études et par les maîtres d'ouvrage qui doivent aussi avoir ce sujet en tête. Donc on va avoir un nouvel indicateur qui s'appelle DIES, logiquement, si ça sort dans les temps. Durée d'un confort en été statistique, le nom n'est pas très simple, la déclinaison n'est pas simple non plus. On a fait beaucoup d'études déjà sur ce sujet-là. On montre que c'est peut-être pas l'indicateur le meilleur, donc il y a un choix d'indicateur qui va être fait pour la prise en compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce sujet qui est poussé par la société aussi, parce qu'on le voit quand on a des étés comme celui qu'on a eu, on a obligation de construire en 2020 des bâtiments qui vont être résilients 2030, 2040, 2050. Voilà, ce qu'on construit aujourd'hui, ce sera les bâtiments de 2050 dans lesquels nous vivrons et où apparemment il fera, en tout cas à l'extérieur, plus chaud. Sur cette question du confort d'été. Alors, j'ajouterais l'aspect pédagogique, parce que c'est vrai que cet indicateur qu'on avait en RT 2012, donc cette fameuse TIC, elle n'était pas nécessairement plus comprise par, d'une part, les concepteurs et surtout après par les maîtres d'ouvrage, les usagers. Donc l'idée, c'est d'aller vers un indicateur qui soit beaucoup plus compréhensible et qui traduise réellement l'inconfort ou le confort ressenti dans les bâtiments. Donc, je ne sais pas si ça sera effectivement la DIES ou si ce sera plutôt une valeur absolue en termes de nombre d'heures d'inconfort dans les bâtiments, mais dans tous les cas, ce ne sera plus la TIC. Voilà. Et on arrivera à prendre en compte une canicule qui pourrait durer 10 jours, 15 jours. Oui, alors ça, effectivement, le fichier météo qui sera très certainement utilisé dans la future réglementation ne sera pas un fichier météo un peu standard qui reprend les météos des années passées, mais plutôt un fichier météo. On espère que ce soit une projection plutôt que quelque chose. Tout à fait, c'est ça. Dernière question, le calendrier, est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, j'ai envie de vous renvoyer à ce qui est indiqué dans la loi Elan. On dit bien que la future réglementation environnementale des bâtiments neufs est prévue à l'horizon 2020. Et puis, voilà. L'horizon approche. Hein. Voilà, l'horizon approche. J'ai aussi envie un peu de compléter ce qui est inscrit dans la loi Elan par des interventions qu'on a pu lire tous dans la presse. A priori, du coup, cette future réglementation environnementale serait applicable effectivement avant la fin 2020. Les textes, la publication des textes étant prévue pour la fin du premier semestre 2020, mais sous réserve bien évidemment de certitudes à prendre auprès du ministère en charge de la construction. Voilà, bon, c'est bien, on a pris toutes les précautions nécessaires. Autre chose à ajouter? Non, effectivement, quelque chose qu'on aurait oublié. Sur le calendrier, il va y avoir un énorme travail fait par un groupe applicateur qui a fait modéliser un nombre de bâtiments assez important. Ça va durer 4 mois, ça va nous amener à peu près à avril. C'est là où à peu près on aura une base de
de données fiables sur lesquelles les pouvoirs publics vont pouvoir trancher un petit peu, faire les choix, les différents indicateurs justement. Donc je pense qu'effectivement l'année 2020 s'annonce pleine et le calendrier est ambitieux quand même. Bien rempli. Et juste par rapport à ce groupe applicateur, c'est aussi les travaux de ce groupe qui vont permettre de tester un certain nombre de variantes et notamment de tester les idées qui ont été ressorties ou les questions qui étaient ressorties par l'expérimentation plus c'est moins et notamment les questions sur la période d'étude de référence des bâtiments. Voilà, il y a aussi, je crois, la durée de vie du bâtiment qui est en... C'est cette fameuse période d'étude de référence. Donc, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV donc, pour nous parler de cette future réglementation qui est très attendue, ou pas, je ne sais pas. Nous verrons bien les réactions. Merci, une émission, donc, comme toutes les autres, à retrouver sur notre site internet, Bâti Journal TV, et sur le site de notre partenaire Construction 21. Merci d'être venu jusque-là. Merci.